Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons en République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud déploie 2900 soldats et 106 millions de dollars pour combattre les rebelles. Le gouvernement sud-africain consacrera un peu plus de 2 milliards de rands, soit près de 106 millions de dollars américains, à une opération de maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. L'information émane de la présidence sud-africaine qui assure aussi que le pays va déployer 2900 militaires pour une mission de soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et donc à la République démocratique du Congo afin de lutter contre les rebelles dans l'est de ce pays. La mission de ce contingent s'étend sur la période du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024. On sait que la RDC a fait appel aux forces de la SADC qui devraient normalement venir remplacer les forces de la MONUSCO et de l'EAC qui, selon la RDC, ne sont pas dans leur rôle de combat contre les rebelles, et donc les forces de la SADC doivent venir faire le combat sur le terrain congolais. L'Afrique du Sud va déployer presque 3000 soldats et près de 106 millions de dollars américains pour faire face à la situation. Le gouvernement sud-africain l'assure, cela n'aura pas d'impact sur le budget annuel dévolu au ministère de la Défense sud-africaine. Je commence par vous, Germain Poli. Dire que ça n'aura pas de perte, je pense que c'est une façon habile de le dire, et de soutenir l'action, mais c'est vraiment félicité. Vous savez, l'ONU est présente dans cette partie du pays, je pense, depuis 98, oui, donc voilà. 24-25 ans, disons. Et des gens qui dépensent peut-être même plus d'1,5 milliard de dollars par an. Ça n'a rien réglé, au point où la RDC est obligée. D'abord, c'était la population. Nora le disait tout à l'heure. Les populations sont fatiguées de ces forces-là qui observent, qui viennent après parler de paix alors que les populations sont tuées, sont déplacées. Et donc aujourd'hui, le président Tshisekedi, c'est vrai, on dit qu'il a déclenché la guerre, mais il est obligé de passer par là. Et on a vu un peu son score à cette élection-là, c'est-à-dire que les Congolais attendent de lui qu'il fasse cette guerre-là et qu'il libère le pays de ceux qui l'occupent. Parce que, vous savez, dans nos pays comme le Mali, comme le Niger et tout ça, vous avez des groupes qui viennent et qui narguent les forces armées qui occupent des territoires, au point où le président nigérien déchu, par exemple, a eu le courage de dire que ses forces étaient plus armées que les militaires et tout ça, ce qui semble plaire des situations normales. Pour des présidents qui arrivent, qui sont jeunes pour la plupart et qui se disent que l'Afrique doit se prendre en main, l'ONU est là, elle a dépensé des milliards de dollars depuis toutes ces années. Ça n'a rien donné. Les forces des pays frères qui sont arrivés, que ce soit du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi et autres, qui n'ont pas aussi apporté grand-chose parce que ça reste des forces qui ne veulent pas combattre. Et donc, le résultat est là, on tourne en rond. Et Tshisekedi, lors de cette campagne, a décidé de chasser les occupants rwandais du M23 de son territoire. Maintenant, est-ce qu'il en a les moyens? On constate qu'il ne les a pas. On a une armée de RDC qui n'est pas coutumière de ces combats-là, qui est mal formée, mal équipée, qui n'a pas aussi le courage ou la motivation de faire. Mais ces dernières années, avec les volontaires qui ont été enrôlés, on sent quand même qu'au niveau national, on a envie de faire quelque chose pour régler cette situation. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas des appuis étrangers, autres que ceux-là qu'on avait, qui au bout de 25 ans n'ont pas fait leurs preuves. Et je crois que le nouveau président Tshisekedi, lors de son premier mandat, a commencé par tisser ces relations-là, notamment avec la Russie. Et quand on parle d'Afrique du Sud aujourd'hui, on voit la position de ce pays sur les crises internationales. Donc c'est un pays qui est très proche de la Russie.
Dans la crise ukrainienne, les Américains sont même allés dire que l'Afrique du Sud fournissait des armes à la Russie. Oui. On sait aussi sur la crise entre Israël et Gaza, à la position de l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu... Qui introduit d'ailleurs un nouveau recours. Sur le plan international qui se retrouve un peu ici. Donc aujourd'hui, on voit directement que Tshisekedi se tourne un peu vers la Russie et ses alliés. Et donc l'investissement, je le disais au départ de l'Afrique du Sud, même si le président tend à le minimiser, ça reste un soutien énorme que l'Afrique du Sud vient apporter donc à la RDC. Et donc aujourd'hui, il faut trouver la solution sur le plan local. Je pense que Tshisekedi s'inscrit dans cette vision-là. Ça va être difficile parce que les voisins tout autour n'ont jamais véritablement aidé la RDC à combattre. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'arrivée des presque 3000 militaires sud-africains, avec les nouvelles recrues au niveau de l'armée, des volontaires et tout cela, la RDC s'apprête pour livrer le combat dont parlait tout à l'heure Dieudonné, parce que même s'il doit y avoir la paix, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre de la terreur, que chacun se dise qu'il peut être battu. Et c'est en ce moment qu'on accepte de négocier, mais quand vous avez l'impression d'être plus fort, vous n'avez aucune envie de négocier, puisqu'à tout moment, vous pouvez venir menacer, vous pouvez venir régner, semer le désordre que vous voulez, faire ce que vous voulez, mais quand vous vous sentez qu'en face, il y a quelqu'un qui peut vous infliger une défaite, à ce moment, la paix est possible. Donc je pense que la RDC s'inscrit dans ce schéma-là, et l'annonce faite par l'Afrique du Sud est une bonne nouvelle. Et je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter là. Tshisekedi, qui en a fait une promesse de campagne, va mettre les bouchées doubles pour pouvoir sécuriser cette partie de la RDC et reprendre le contrôle de son territoire. Dieudonné Sewonou, 2 milliards de rands sud-africains, donc 2900 soldats pour aller en aide à la République démocratique du Congo, aider ce pays à combattre les rebelles qui sévissent dans l'est donc du territoire congolais. L'Afrique du Sud va bientôt déployer ces éléments. Ces éléments viendront en appui aux éléments des autres pays de la SADC, notamment du Malawi et de la Tanzanie, qui ont déjà commencé leur déploiement. Oui, docteur, cela vient reconforter ma position par rapport à la mesure de rapport de force dont je parlais tantôt. Je pense que l'Afrique du Sud est dans cette logique, et je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud soutient la RDC historiquement également. L'Afrique du Sud était au premier rang au soutien de la RDC, notamment soutenant le mouvement de Patrice Lumumba, le mouvement de la libération de la RDC contre les colons. Et l'Afrique du Sud, par rapport à ses liens économiques dans le secteur minier qu'il entretient avec la République démocratique du Congo, a aussi intérêt à vouloir préserver l'existence de ce territoire, de ce pays continent qui est la RDC, et donc doit pouvoir fournir ce qu'il y a de nécessaire pour arriver à stabiliser et la zone. Je pense que c'est une aide importante, ou alors c'est un apport important pour la RDC cette fois-ci, pour pouvoir déclencher, comme on le dit, qui veut la paix. Je ne sais pas si ça tient toujours, prépare la guerre. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qui semble lisible maintenant sur les panneaux de la résolution de cette crise. Attendons de voir si cet appui, en plus celui de la SADC, pourra véritablement arriver à mettre à terme les violences qui secouent cette région et amener plutôt les belligérants, ou alors les groupes armés, à accepter une position tranchée, une position de dialogue, une position de paix accordée. Mais tout comme je le dis toujours, tout est question des acteurs clés de la résolution de cette crise. Oui, il est important d'avoir cet appui de part et d'autre.
Mais lorsqu'on n'a pas la volonté d'aller véritablement à la résolution de la crise, on finira par rentrer dans le chaos et l'intérêt sera là, personne ne pourra en profiter véritablement. Les bénéficiaires des ressources souterraines de la RDC, ce sont des populations. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations-là qui sont appelées à l'exil, qui sont appelées à fuir, qui sont appelées à subir les affres de la guerre. Maintenant que la bonne volonté ou alors les bonnes volontés ne sont pas véritablement disponibles pour atteindre un objectif pacifique, le problème est très criard. Oui, l'Afrique du Sud a fait sa part. Maintenant, reste à savoir si d'autres appuis pourront être véritablement là. Moi, je dis que cet appui, tout simplement, ne suffirait pas si la communauté internationale n'affiche pas aussi à son niveau une position assez ferme à l'égard de la résolution de cette crise. Ou alors, il y a un intérêt qu'on défend et qu'on ne dit pas. Lorsque vous prenez les forces tampons ou alors les forces de maintien de la paix dans cette zone de Pula, vous comprenez que le rôle qu'elles jouent ne rentre pas véritablement dans la logique de la résolution de la crise. On a comme l'impression que ces forces sont là juste pour protéger un intérêt. Maintenant, si on a tous ces appuis et aussi la position de la communauté internationale vient nous dire en réalité, on est là pour résoudre cette crise, même par la force, là je pense que la solution sera véritablement trouvée. Mais s'il faut rester toujours au discours et laisser les petits apports, je ne pense pas qu'on pourra trouver véritablement une issue à cette situation. Je prends l'exemple de l'Ukraine, tous les engouements qui sont autour et les soutiens qui sont appelés à l'Ukraine face à la Russie. Je me demande si la communauté internationale fait plus d'intérêt à un État qu'à un autre. Alors, si les États sont tous égaux auprès de la gestion de la communauté internationale, il y a lieu maintenant d'afficher une fermeté qui s'impose à ce qu'il y ait une résolution importante dans la zone. Donc, on salue cette position de l'Afrique du Sud, qui n'est pas la première dans la résolution des crises en République démocratique du Congo. Alors, Dado, l'Afrique du Sud veut s'impliquer de façon très considérable dans la résolution de cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le pays consacre près de 3000 soldats qui vont être déployés très bientôt pour aller combattre sur le sol congolais. En plus de cela, le budget alloué pour cette opération est de 2 milliards de rands, soit quelques 106 millions de dollars américains. Alors, oui, on l'a tous entendu, cette déclaration de l'Afrique du Sud qui voudrait apporter son appui à la RDC. Déjà, même depuis l'année passée, je crois que cette décision était déjà très claire au niveau de l'Afrique du Sud. Mais je suis un peu embêtée par la situation actuelle, en me disant que je suis d'accord que parfois, c'est vrai, les rapports de force, c'est-à-dire, oui, les rapports de force entre pays équilibre, pour ne pas dire rééquilibre, ou bien remet de l'ordre dans des conflits. Mais si je reprends le constat aujourd'hui dans les crises, que ce soit au niveau de la crise Ukraine-Russie ou Palestine-Israël, est-ce que véritablement les guerres, ça règle le problème? Moi, je ne pense pas. Parce que, d'ailleurs, la preuve est là, ça a changé quoi? Si ce n'est qu'on a perdu des vies humaines, on a perdu en infrastructure, et après, c'est clair, ils reviendront dialoguer. Il n'y a jamais, de solution sans le dialogue. Et donc, moi, je pense que, véritablement, aujourd'hui, on manque de leaders, en fait. De leaders dans le règlement de ces conflits. Que ce soit au niveau du M23 ou bien au niveau du gouvernement, congolais, il est clair que les gens veulent quand même trouver une porte de solution. Mais je l'ai dit tantôt, seuls, ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'il faut une troisième partie. Et normalement, la personne ou la structure la mieux placée, c'est l'ONU. Il n'y a rien à faire, c'est l'ONU. Et finalement, l'ONU, elle demande d'aller au dialogue. L'ONU, je crois qu'il n'est pas en train de jouer convenablement ou totalement son rôle. C'est vrai, il a appelé au dialogue, mais ce n'est pas tout. Imaginez aujourd'hui seulement, si le secrétaire général, d'accord, Guterres appelle à un dialogue. Est-ce que les partis en conflit iront ou pas?
Parce qu'il a quand même une autorité morale et qu'il a ce mandat-là de médiateur, en fait, de fait. Et donc, normalement, oui, ils iront parce qu'il est une troisième partie, mais en même temps une partie neutre, impartiale. A priori, c'est en fait... A priori. Maintenant, c'est pas le pourquoi l'ONU ne va pas jusqu'au bout. Parce que juste appeler au dialogue, c'est clair, ils ne vont pas aller au dialogue. Ça n'a pas de sens, en fait. Ils ne vont pas aller au dialogue si vous ne les aidez pas à régler ce problème. N'est-ce pas parce qu'il y a déjà des initiatives locales de dialogue? Les initiatives locales, vous savez, quand il y a des crises, c'est compliqué de trouver un consensus en l'interne. On prend juste notre pays au Togo, on a eu des crises. Mais c'est clair, les Togolais seuls n'ont pas pu gérer. Il a fallu une troisième personne. Généralement, en matière de conflit, c'est toujours comme ça. La troisième personne est dans une posture d'impartialité et écoute tout le monde et a cette volonté de vouloir régler le problème et trouver une solution. Il ne fait pas de la gestion, il fait de la résolution. Alors qu'ici, si vous laissez les Congolais eux-mêmes gérer, on vous dira que M23 vous dira par exemple que l'accord de 2009 n'a pas été respecté. Le gouvernement te dira que ben non, j'ai fait ma part. Finalement, qui a raison? Il faut forcément une troisième partie. Et donc, si on laisse les Congolais à leur sort, je pense que même l'initiative de l'Afrique du Sud ne vient pas régler le problème, mais à mon avis, vient empirer la situation parce que c'est des hommes qui vont encore mourir, c'est des populations qui vont aussi perdre encore la vie parce que quand les tirs c'est lancé par-ci, par-là, on ne regarde pas qui est civil, qui est FDS. Donc, je pense que l'approche, on est en train de biaiser, en fait, on est en train de biaiser la recherche ou bien la solution de ce problème-là, qui en réalité est très simple, puisque M23 a tout récemment dit qu'ils sont d'accord pour un dialogue avec le gouvernement. Et donc, je pense que l'ONU devrait pouvoir jouer ce rôle-là. Mais en même temps, je l'ai dit au début, j'ai l'impression que l'ONU est débordée. J'ai l'impression qu'il est débordé. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est une question de... on est comment on dit ça, coincé dans cette multiplicité de crises ou bien simplement on n'a pas la volonté de le faire. Et ça, il va falloir, je dirais, interpeller l'ONU à pouvoir aller au-delà. Et parce que c'est pour ça qu'il est là. Alors, l'ONU appelle effectivement au dialogue. Le dialogue, on le sait, jusqu'à présent, n'a pas porté ses fruits. Entre-temps, le président congolais avait fait appel aux forces de l'Afrique de l'Est qui avaient normalement envoyé leurs combattants pour combattre sur le sol congolais. Finalement, fin d'année 2023, on leur demande de partir, ou du moins en 2023, on leur demande de partir parce qu'ils n'ont pas, normalement, selon Félix Tshisekedi, accompli leur mission. Ils sont devenus juste une force d'interposition, qualifiée parfois de complicité avec les rebelles, et que les rebelles aussi qualifient parfois de complicité avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Finalement, ces forces ont dû partir. Et maintenant, il faut noter aussi qu'on fait appel aux forces de la SADC qui sont venues avec un mandat de combat. Ça, c'est la précision qu'il faut toujours apporter avec ces forces de la SADC, dont fait partie l'Afrique du Sud, qui viennent avec un mandat de combat. Mais quand on revoit un peu la redistribution des cartes aujourd'hui, est-ce que Félix Tshisekedi est en train de jouer à une stratégie de guerre? Parce que, je vous explique, quand on se rappelle un peu les parties prenantes de la deuxième guerre du Congo, de 98 à 2003, bon, du moins ce qui continue d'une certaine manière avec ces troubles-là jusqu'à présent, on sait que de l'autre côté, il y avait le Rwanda, il y avait le Burundi et il y avait l'Ouganda, mais avec la nouvelle configuration, vous allez voir des pays comme l'Ouganda, le Kenya et autres là qui avaient envoyé leurs éléments parmi les éléments de la force de l'Afrique de l'Est, qui a été finalement renvoyé, comme je le disais. Mais d'un autre côté, les rebelles, entre-temps, aussi étaient dirigés par un certain Jean-Pierre Bemba, qui finalement combat aujourd'hui du côté de Félix Tshisekedi, qui est devenu son ministre. Les mêmes rebelles qui avaient combattu aux côtés du Rwanda, de l'Ouganda et des autres pays, certains seront dirigés finalement par Jean-Pierre Bemba, qui est devenu le ministre de la Défense, face à Paul Kagame, qu'on accuse d'être derrière maintenant les autres rebelles du M23. Est-ce qu'on est en train de reprendre la même de la deuxième guerre du Congo? Et puis on refait le jeu, on monte les uns contre les autres. Si oui, est-ce que cette stratégie ne risque pas de nous plonger peut-être dans ce qu'on ne souhaite pas, une troisième guerre du Congo, parce que là, c'est finalement plusieurs acteurs
qui commence par revenir avec des combats sur le sol congolais, Germain. Oui, c'est le risque qu'on arrive à une autre guerre, mais je pense que Tshisekedi se prépare à cette guerre parce que ça a été une guerre déclenchée en 1994, je pense, pour chasser Mobutu. Il y a eu des pays comme le Rwanda, l'Ouganda qui ont aidé Laurent Désiré Kabila à chasser Mobutu. Aujourd'hui, c'est un peu la chute de cette guerre-là. Après, les gens essaient de se rembourser par rapport à leur contribution, parce qu'après Kabila 1, il y a eu quand même Kabila 2. Aujourd'hui, c'est entre griffes un Congolais qui prend le pouvoir, parce que Kabila était considéré par certains comme un Rwandais. Donc vous voyez un peu, donc aujourd'hui les choses sur le plan politique aussi se sont réorientées, et comme je le disais, quand vous voyez un peu le résultat de Tshisekedi, quand vous voyez aussi le camp de Kabila qui ne va pas à la présidentielle, et dont certains membres de Kabila ont lancé des mouvements armés dans des pays comme l'Ouganda qui prétendaient soutenir la RDC, donc vous voyez qu'on revient un peu à cette guerre, mais en même temps Tshisekedi se prépare à cette guerre parce que soit il fera ces mandats-là comme un président qui n'aurait pas réussi à libérer entièrement son pays, alors que pour ce mandat, véritablement, toute sa campagne s'est résumée à cela, outre ce qu'il est en train de faire sur le plan des infrastructures, sur le plan de développement économique. La libération de son pays a été un peu ce qui lui a valu sa réélection, si on peut le dire. Et donc, pour le faire, il a fallu qu'il noue de nouveau un partenariat. Il est en guerre, il a annoncé qu'il ferait la guerre donc, à l'occupant. Je pense que parfois, malheureusement, nous sommes un peu dans le business de la guerre. Il y a des forces extérieures qui font tout pour que nos pays continuent par faire la guerre, parce que ce faisant, ces forces-là s'enrichissent. Et donc, tant que nos pays sont troublés, certains trouvent leur compte, certains font beaucoup d'argent, et donc il y a cette économie de la guerre qui fait que, et on ne les cite jamais, ces pays-là, mais tout le monde les connaît, ceux qui sont derrière tous ces pays africains qui se battent. Et je pense quand même que ce qui est en train de se passer au Niger, au Mali et au Burkina est en train de se reproduire en RDC. On a un président qui n'est pas militaire, mais qui est en train aussi de faire un choix militaire pour essayer de régler certaines anomalies. Depuis 25 ans que ça dure. Maintenant, est-ce qu'à lui tout seul, il peut le faire? Ce qui est sûr, c'est non. Il essaie de nouer des stratégies et des partenariats à l'international. Et nous avons aussi les mêmes guerres par procuration. Ce qui se passe en Ukraine, nous le vivons un peu au Mali, un peu au Burkina, un peu au Niger, un peu en RDC. Et donc, où les forces de l'ONU sont venues maintenir carrément les situations telles qu'elles sont. Il n'y a pas eu d'avancée. Il y a des territoires où les pouvoirs n'arrivent pas à contrôler. Et on dit qu'on aide les pays. Et pendant ce temps, nous savons que ces parties qui ne sont pas sous le contrôle de l'État central sont pillées par des sociétés, des compagnies internationales qui roulent avec l'appui de certains pays. Donc par moment, il faut faire la guerre malheureusement, parce que on se dit où on arrête. Et les Congolais ont fait le choix de la guerre, vous allez le remarquer, avec l'engouement des volontaires qui se sont enrôlés massivement par dizaines de milliers pour le faire. Après, quand vous ne faites pas la guerre, vous êtes aussi écrasé. Vous voyez comment on tue les populations, comment les populations sont obligées de fuir. Ou l'ONU, si l'ONU avait su jouer son rôle, les jeunes n'auraient pas s'enrôler aujourd'hui pour défendre leur territoire. Tshisekedi ne serait pas amené à faire le choix de la guerre ouvertement contre le Rwanda et les autres pays qui semblaient l'aider, mais qui en réalité aussi roulent pour d'autres forces externes. Donc ça reste compliqué. Comment tout ça va finir, on ne sait pas. On ne peut pas prédire que Tshisekedi va gagner. Il peut perdre. Mais s'il gagne, je pense qu'il sera un héros qui aurait apporté quelque chose pour la RDC. Dieudonné Sewanou, quand on reprend les acteurs
d'il y a quelques années dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a certains qui reviennent, mais qui ont changé finalement de position. Quand je prends ceux qui avaient combattu au niveau, je les appellerais des rebelles, hein, il y avait les camps des miliciens rwandais avec Paul Kagame, il y avait le Yoweri Museveni qui venait de l'Ouganda, il y avait les Pierre Buyoya qui venait du Burundi, il y avait Jean-Pierre Bemba, et puis d'un autre côté il y avait les Congolais, les Joseph Kabila et autres. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba qui était de l'autre côté se retrouve à la tête de l'armée congolaise. Vous allez voir le Burundi qui a changé de main finalement, qui est aux mains de Ndayishimiye, qui entre-temps été au Congo à l'investiture de Félix Tshisekedi et qui a laissé des invectives contre le Rwanda. On sait que le Burundi, ou bien l'Ouganda aussi, avait envoyé ses soldats entre-temps mener des opérations conjointes avec les forces armées congolaises, surtout contre les ADF. Est-ce que finalement on n'est pas en train de reprendre les mêmes pour refaire la même guerre d'une autre manière? Et si c'est le cas, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à ce qu'on ne souhaite pas, une troisième guerre du Congo? Non mais écoutez, une crise mal gérée ne fait que des rebondissements. D'accord, oui, c'est vrai, ça, la lecture des choses, on dirait, on arriverait forcément à entre guillemets, à un même résultat. Sauf que les pesanteurs ne sont plus vraiment les mêmes aujourd'hui. En ramenant Jean-Pierre Bemba à la tête de l'armée congolaise, l'idée était quand même d'exploiter ses atouts, voilà, pour pouvoir maintenir l'équilibre ou alors écraser la rébellion dans cette zone du pays. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme cela aura été voulu. Donc ça veut dire que les pesanteurs ne sont plus vraiment les mêmes choses. Oui, la même situation va se reprendre, mais pas forcément avec les mêmes réalités. Toutefois, ça va plutôt traîner. Et ça, c'est ce qu'on essaie de dire. Aujourd'hui, oui, on revoit les mêmes acteurs, d'aucuns sous d'autres manteaux, d'aucuns encore dans d'autres positions géographiquement parlant, mais cela ne résout pas forcément le problème. Tant que le nœud de la situation est connu, mais personne ne veut toucher le nœud et le défaire, je pense qu'on va beau trouver des stratégies, on va beau trouver des reconversions, mais cela ne va pas résoudre le problème. Pour vous, qu'est-ce qui résout le problème? Ce qui résout le problème, c'est la sincérité j'ai du mal même à parler de la communauté internationale, parce que pour moi, à un moment donné, je me dis la communauté internationale, c'est une fiction. Elle n'existe que du nom, pour des intérêts précis. Mais et plusieurs... En appui à la RDC. Pardon? Les pays qui viennent en appui à la RDC, c'est pas la communauté internationale? Non mais écoutez, nous parlions précisément de l'ONU ici. La position ferme voilà. Le sujet précédent, voilà. Le Donc, sécurité a condamné quand même les violences. La condamnation fait quoi face à la violence du terrain? Vous parlez de violence et vous parlez de condamnation. La condamnation, c'est quoi? C'est le stylo et le papier. Violence, c'est quoi? C'est les armes et la mort. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est de l'hypocrisie tout simplement. Il faut véritablement aller au nœud du problème. C'est comme une situation profite à quelqu'un, même si on refuse de le dire. Il faut entretenir le flou, je l'ai plusieurs fois dit, il faut entretenir le flou pour en tirer profit. Il faut véritablement une sincérité de cette communauté internationale, si elle existait, afin de pouvoir résoudre ce problème. Les soutiens unitaires qui arrivent à la République démocratique du Congo, je vous dis, ne vont pas résoudre fondamentalement ce problème. Oui, on va réussir à atténuer, mais les braises vont finir par ressurgir forcément comme ce que nous sommes en train de faire. Et je rappelle que ce sont les reliquats de l'autre guerre du Congo que nous sommes en train de revivre encore. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber encore dans le même cercle. Donc, oui, c'est vrai, les mêmes têtes se retrouvent, mais les pesanteurs ne sont plus les mêmes. Il faut aller à une volonté beaucoup plus importante de cette communauté entre griffes internationale pour résoudre fondamentalement cette crise dans l'Est du Congo. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.